Voilà, ça y est, normalement, nous sommes en ligne. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau webinaire des Sentinelles. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Moi, je suis Laura de l'équipe Sentinelle. Ce soir, nous allons ouvrir le capot de notre système de santé et plus particulièrement celui de la prise en charge du cancer du sein. Alors, pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que quand sont mises en place des politiques publiques pour améliorer le dépistage ou l'accès aux soins, il est important de se demander, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que le dépistage est accessible partout? Est-ce que les soins sont bien pris en charge? Quels sont les frais qui peuvent éventuellement rester à la charge des patientes et des patients? Est-ce qu'il existe des différences selon les territoires ou les parcours de soins? Et surtout, comment fait-on pour savoir ce qui marche bien et ce qui pourrait être amélioré ou ce qui devrait être amélioré? Pour répondre à ce type de questions, en France, on a une institution spécifique, c'est la Cour des comptes, qui peut notamment être saisie par l'Assemblée nationale pour évaluer certaines politiques publiques. Et c'est dans ce cadre qu'elle a mené en 2025 une grande évaluation nationale de la politique publique de lutte contre le cancer du sein, qui s'est appuyée sur les données de remboursement de l'assurance maladie, mais aussi un questionnaire auquel vous avez été plus de 2600 femmes à participer. Donc là, avant de continuer mon petit laïus, je voudrais juste profiter de ce moment pour vous remercier parce que derrière ces résultats, il y a du temps que vous avez bien voulu prendre pour répondre aux questions et vous allez voir que vos contributions ont été encore une fois précieuses. Et comme on est toujours un peu curieux de le savoir, si vous allez dans l'onglet sondage, et je peux vous faire une petite présentation pour vous montrer où c'est. Voilà, en bas à droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets, dont un onglet sondage dans lequel on vous demande si vous avez participé à cette enquête, parce que ça nous intéresse de savoir. Et pendant que vous répondez à ce petit sondage tout court, j'en profite pour vous présenter rapidement l'espace et le reste de l'espace dans lequel on vous accueille ce soir. Donc, vous avez un chat toujours en bas à droite dont vous pouvez vous servir pour témoigner de votre expérience, pour échanger entre vous, ou aussi avec Guillemette qui vous accompagne en coulisses et qui est la fondatrice de Sentinelle. Un onglet questions pour alimenter la discussion que nous aurons avec Robin et Apolline qui sont à côté de moi sur l'écran. Et un onglet liens dans lequel nous vous partagerons tout au long de la soirée différentes ressources utiles, dont la présentation qui sera faite ce soir, que vous pouvez pas télécharger en PDF. Et normalement, elle va même popper quelque part sur l'écran. C'est une petite nouveauté de notre outil, donc on teste ça avec vous ce soir. Et normalement, voilà, vous avez un bouton qui s'affiche. Et vous pouvez aussi réagir avec un petit panel d'émojis à ce qui sera dit ce soir. Et juste en parlant de ce dont nous allons parler, justement, on va se concentrer ce soir sur les résultats de l'évaluation qui nous rassemble ce soir, sur la manière dont elle a été menée et sur les recommandations qui en sont issues. En revanche, et celles qui ont déjà participé à des webinaires Sentinelle le savent, on ne commente pas vos situations personnelles, mais n'hésitez pas à témoigner encore une fois dans l'onglet chat, et notamment parce que ce soir, nos intervenants sont tenus à un devoir de réserve dans le cadre de leur fonction, et je vous laisserai expliquer ça parce que vous le ferez bien mieux que moi, mais en gros, on ne répondra pas aux questions qui concernent des décisions politiques, par exemple, ou des arbitrages qui dépassent le cadre de l'évaluation. Et en revanche, comme d'habitude, on répondra à vos questions sur la manière dont l'évaluation a été menée, sur ses résultats et sur les recommandations qui ont été formulées. Et donc, je les ai cités déjà plein de fois dans mon introduction. Donc, c'est le moment de vous les présenter. On a le grand plaisir ce soir d'accueillir Robin Gonalon, qui est conseiller référendaire à la Cour des comptes, qui pourra peut-être nous dire un petit mot sur cet intitulé, et Apolline Chariot, qui a eu la grande responsabilité d'analyser toutes les données de cette évaluation. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et juste avant de vous laisser la parole, je vous propose qu'on regarde ensemble les résultats du sondage pour voir si les participantes à l'enquête sont parmi nous. Donc, je vais voir. J'ai l'impression que peut-être que vous n'avez pas... Voilà, c'était là. Pardon. On a 4 personnes qui ont participé à l'évaluation dans l'audience. Donc, merci à toutes les 4 d'être là parce que c'est toujours agréable de voir que des personnes qui ont contribué à produire des connaissances sont aussi là pour en découvrir les résultats. Et j'arrête de parler et je vous laisse la parole. Et je vous lance aussi votre présentation juste après, si vous voulez d'abord juste vous présenter. Et puis après, comme ça, on lance la présentation parce que vous allez devenir tout petit sur l'écran. Donc, c'est moins sympa. Merci beaucoup, Laura. Bonsoir à toutes et tous.
Robin Godalon, donc je suis conseiller référendaire en service extraordinaire à la Cour des comptes. Alors, c'est un titre qui est un peu long. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je suis magistrat financier actuellement à la Cour des comptes au sein d'une chambre spécialisée dans les questions de santé et je suis directeur d'hôpital de profession. Et quand on vous dit qu'on est voilà, en service extraordinaire, ça veut dire qu'on est détaché pendant un certain nombre d'années pour exercer les fonctions de magistrat et on est recruté pour une compétence technique. Voilà. Laissez ma collègue se présenter. Et Apolline Chariot, moi je suis data scientist à la Cour. Donc ça veut dire que j'accompagne les équipes de rapporteurs de la Cour sur les analyses quantitatives, tout ce qui relève des statistiques et des bases de données. Et donc je suis spécialisée moi sur les données de santé. Super, merci. Et bien, écoutez, je vous laisse, je lance votre présentation et je vous laisse la commenter. Et on se retrouve après, pardon, pour les questions. Merci beaucoup, Laura. Peut-être préciser aussi que c'est une enquête qui a mobilisé un certain nombre d'autres personnels de la Cour des comptes. C'est aujourd'hui pas notre rapport à tous les deux, hein, je le précise, mais le rapport de notre institution. Et donc, elle se titre, voilà, on ne s'en présentera pas comme les auteurs, c'est aujourd'hui le rapport de la Cour. Voilà, que de nombreuses personnes ont participé, mais c'est avec nous que voilà, vous aurez l'occasion d'échanger ce soir. Alors, dans le programme de la journée, on vous a proposé plusieurs étapes en échangeant avec Laurent et Guillemette. En premier lieu, on vous propose d'échanger brièvement, de présenter brièvement ce qu'est la Cour des comptes, parce que Laurent comme Guillemette, vous trouvez intéressant qu'on puisse vous expliquer en fait concrètement quelles sont nos missions et pourquoi on a été amené à travailler sur la prévention et la prise en charge du cancer du sein. On vous présentera ensuite cette évaluation qui est disponible en ligne. Hein. Vous pouvez aller tout de suite d'ailleurs la télécharger, même si on vous donnera le lien plus tard dans la présentation. Elle est accessible publiquement comme l'ensemble de nos rapports. L'enjeu de ce soir étant peut-être de partager avec vous les principaux constats et recommandations et également ce à quoi vous avez participé en tant que sentinelle, notamment nos travaux spécifiques sur la question du reste à charge. Et sur ce point-là, on va prendre un temps spécifique pour vous expliquer comment on a travaillé, comment on a essayé d'apprécier le reste à charge pour les femmes, les patientes, sur cette pathologie. Et vous expliquer en quoi, en fait, c'est assez compliqué, en fait, comme travail, comment ça a été un travail de longue haleine et comment vous y avez contribué, vous, par votre travail, en répondant à notre sondage et comment on a pu aussi mener les travaux de notre côté sur le plan qualitatif, et c'est notamment Apolline qui les a réalisés. Enfin, c'est Apolline qui les a réalisés, soyons clairs, et vous expliquera comment elle a fait. Voilà, très brièvement les principales étapes. Je vous propose de rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'est la Cour? Parce que certains d'entre vous en ont sans doute entendu parler. Si je vous dis que c'est une institution bien connue des citoyens qui existe depuis 1807, c'est peut-être pas suffisant pour vous éclairer sur ce qu'est la Cour. Il faut rappeler en fait que la Cour, c'est une juridiction. Donc, nous sommes des magistrats, avec toutes les valeurs qui s'attachent des magistrats, notamment celle de l'indépendance. Notre mission première, c'est celle de s'assurer du bon emploi de l'argent public et de vous en informer en tant que citoyen. On vous en informe essentiellement en publiant des rapports qui sont tous publics. On travaille sur notre propre saisine, je vous expliquerai rapidement comment cela fonctionne, mais le gouvernement comme le Parlement peuvent nous solliciter pour réaliser un certain nombre de travaux qu'on réalisera toujours en toute indépendance, mais on peut répondre à une demande de travailler sur un sujet en particulier. Par contre, les conclusions nous appartiendront. On a 4 missions différentes. On a une mission qui est une mission de jugement, dans lesquelles on peut être amené, c'est une chambre spécialisée qui s'en occupe, à juger des gestionnaires publics qui ont commis des infractions financières. On a une mission qui est notre mission qui est la plus connue, qui est celle des contrôles des comptes et de la gestion. C'est une mission d'enquête, d'audit au sens large. On certifie également des comptes, notamment ceux de la sécurité sociale. Et la dernière mission, qui est la plus jeune, la plus récente, mais qui est aussi celle dont on va discuter aujourd'hui, qui est celle d'évaluation des politiques publiques. Très concrètement, on va s'intéresser à la manière dont une politique publique a été formulée, construite, et surtout si elle répond aux objectifs qu'elle s'est donnés et si les moyens utilisés l'ont été à bon escient. Et donc, c'est ce que nous avons décidé de faire sur saisine préalable de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que nous avons fait concernant le cancer du sein. Peut-être rapidement vous expliquer comment on travaille, comment fonctionne une enquête de la Cour des comptes. Alors, il y a tout d'abord un choix de sujet. Je vous l'ai dit, on
des institutions extérieures peuvent nous demander de travailler sur un sujet, mais dans la majorité des cas, c'est nous qui nous auto-saisissons. On décide de notre programme de travail, on réalise des enquêtes qui nous semblent être pertinentes pour éclairer les citoyens. S'ensuit une phase d'instruction, voilà, à laquelle vont contribuer des magistrats, des vérificateurs, des experts des données, data scientists comme Apolline. Et à la fin, ça va donner lieu à un premier rapport, ce qu'on appelle un RIOP, un rapport provisoire, qui va être débattu en interne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, un peu de la même manière que les scientifiques, dans la même manière dont les scientifiques réalisent leurs travaux, nous débattons beaucoup de ce qui est produit. Il y a des, pour parler en mauvais français, on va challenger nos travaux en interne, on va les soumettre à un regard interne afin de tester finalement si le travail a été réalisé dans de bonnes conditions, suffisamment rigoureux, appuyé par des données qui sont satisfaisantes. À la suite de cela, on donne la possibilité à l'administration et aux organismes qu'on contrôle de nous répondre et de nous faire part de leurs observations. À ce moment-là, on se réunit à nouveau, on débat des réponses qui ont pu nous être adoptées. Parfois, on peut être amené à modifier nos constats et nos recommandations quand on nous a fait part d'arguments qui nous semblent solides et appuyés sur des données qui sont pertinentes. Et à la fin, ça va donner lieu à un rapport, ce qu'on appelle familièrement dans notre jargon interne des observations définitives. Et c'est là, vous, que les citoyens et citoyennes, vous en prenez connaissance parce qu'on publie ces travaux sur notre site web. Donc, vous avez connaissance de l'ensemble de nos travaux, à l'exception de ceux qui sont frappés par le secret défense, mais ça ne concerne pas le cancer du sein. Donc, rassurez-vous, on a tout publié concernant le cancer du sein. Il peut y avoir ce qu'on appelle des suites juridictionnelles si on a identifié justement des infractions financières. Et voilà, quelques années par la suite, on peut être amené, on fait de plus en plus à faire ce qu'on appelle un suivi des recommandations, c'est-à-dire on va voir les pouvoirs publics pour voir si les recommandations qu'on a formulées ont été mises en œuvre ou non. Alors, petite donnée, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Je crois qu'au dernier comptage, 74% de nos recommandations avaient été mises en œuvre partiellement ou totalement par les pouvoirs publics. Voilà, une donnée plutôt en progression ces dernières années. Peut-être pour terminer sur la présentation de la Cour, il y a des valeurs qui s'imposent à nous et qu'on doit respecter. Donc, ce sont aussi des principes et des règles. L'indépendance, je vous l'ai dit, indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement comme du Parlement. Alors, indépendance dans la réalisation de nos travaux, dans la manière dont on souhaite les conduire et dans la manière dont on doit protéger aussi nos travaux, qu'il n'y ait pas d'ingérence extérieure dans nos travaux. Contradiction, ce qu'on est derrière là, ça ne veut pas dire ne pas être d'accord, c'est simplement qu'on va beaucoup échanger en interne et avec l'administration sur nos travaux. On ne publie jamais rien sans que les personnes qu'on met en cause ou les constats qu'on formule ne soient proposés pour leur regard aux personnes qu'on mentionne. C'est-à-dire très concrètement sur le cancer du sein, on a mis en situation le ministère de la Santé de nous faire part de ses observations sur notre rapport avant de le publier. Et on a pu prendre en compte un certain nombre de remarques lorsqu'elles étaient pertinentes. Enfin, collégialité, personne ne travaille jamais seul à la Cour. C'est aussi une garantie de qualité qui permet de s'assurer que les travaux sont réalisés avec un haut niveau de qualité. Pour terminer, et j'en resterai là, nous sommes une juridiction, donc nous sommes aussi tenus au secret, secret de l'instruction, la manière dont on conduit nos enquêtes, ça s'impose à l'ensemble des juridictions. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas vous donner des détails précis toujours sur la manière dont on a conduit nos travaux et ce qui nous a été répondu par le gouvernement. En revanche, tout ce qui peut être connu du citoyen, et ce qui a vocation à être connu du citoyen, parce que ce sont nos constats, nos préconisations, qui s'appuient sur des données fiables et qu'on est en capacité de l'attester, ça figure dans le rapport auquel vous avez accès. Donc voilà, Laura a également parlé du devoir de réserve. Notre déontologie nous impose de respecter un certain nombre de règles. On doit respecter le principe de neutralité. Donc, on devra rester dans le strict cadre de ce qu'on a publié dans le rapport. On ne pourra pas en sortir aujourd'hui. Peut-être rapidement, s'agissant du rapport lui-même, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre du fait que le cancer du sein est malheureusement un sujet majeur de santé publique. Je précise également que ce n'est pas le seul, évidemment, on a bien conscience, et dans le champ de la cancérologie, comme bien d'autres pathologies chroniques, il y a d'autres sujets qui auraient pu attirer notre attention. Mais il se trouve que la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale nous a demandé de travailler spécifiquement sur le cancer du sein. Donc, nous avons travaillé sur chaque pathologie qui concerne plus de 700 000 femmes par an, un chiffre malheureusement en augmentation ces dernières années. S'agissant du cadrage de l'enquête en tant que telle,
Donc, très brièvement, comment on travaille? On travaille avec ce qu'on appelle des données quantitatives, c'est les données que peut réaliser Apolline, mais aussi des données qualitatives qu'on va collecter à l'occasion d'entretiens. On a réalisé une centaine dans le cadre de cette enquête, avec des sociétés savantes, les directions d'administration centrale, des associations de patientes, des fondations, des mutuelles, etc. On était accompagné pendant cette évaluation par un comité d'accompagnement, essentiellement des professionnels de santé experts du cancer du sein. Dont certains sont très reconnus sur le plan international. Et je dois également préciser qu'on a malheureusement dû faire des choix méthodologiques, c'est-à-dire que on ne peut pas tout traiter dans une enquête, donc on a exclu les hommes, qui représentent 1% des cas de cancer du sein. On s'est intéressé qu'à la période de 2015-2025, et voilà, on a traité seulement le cancer du sein et pas d'autres pathologies cancéreuses, malgré l'importance de ces normes. Peut-être, pour bien vous donner une idée de comment on a raisonné également, dans le cadre d'une évaluation de politique publique, on doit poser des questions évaluatives. Très schématiquement, on s'est intéressé aux 3 étapes qui peuvent concerner une femme qui est atteinte par un cancer du sein: avant, pendant, après. Avant, c'est-à-dire, c'est la question du dépistage. On s'est focalisé sur la question du dépistage. C'est est-ce que ce dépistage permet d'atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs publics, c'est-à-dire de détecter suffisamment tôt un cancer du sein lorsqu'une femme en est atteinte. La période pendant, c'est la question de la prise en charge. Est-ce qu'elle est suffisante, adaptée au regard des patients, des besoins des patientes? Et enfin, s'agissant de l'après, est-ce que les mesures actuelles, elles permettent de limiter les séquelles de la maladie, améliorer la qualité de vie des patientes, prévenir la récidive? Et l'Assemblée nationale nous avait demandé spécifiquement de travailler sur la question du reste à charge financier pour les femmes, qui est en fait une question qui peut se poser sur l'ensemble de ces périodes, bien qu'on l'ait surtout traité sur la période du pendant et de l'après, et moins sur la période de dépistage. S'agissant de la première question évaluative, qui est celle sur laquelle peut-être je vais moins revenir ce soir pour des questions de temps, malheureusement, qui est celle de l'avant, c'est-à-dire la période du dépistage. Ce qu'on a constaté, pour dire les choses très brièvement, c'est que malheureusement, le dispositif de dépistage organisé, qu'un grand nombre d'entre vous devez connaître, peut-être auquel vous avez participé vous-même, il ne remplit malheureusement pas les objectifs fixés par les pouvoirs publics. Du moins, il est inférieur aux différents objectifs chiffrés qui ont pu être fixés ces dernières années. Et malheureusement, il est surtout en baisse, c'est-à-dire que seulement 44% des femmes éligibles et concernées ont participé au dépistage organisé en 2024. Elles étaient presque 10 points de plus une quinzaine d'années avant. Et c'est un sujet de préoccupation pour le gouvernement. Un certain nombre de femmes se font dépister par ce qu'on appelle le dépistage individuel, qui malheureusement, lui, a une dimension de reste à charge, et également qui ne présente pas les mêmes garanties de qualité et de sécurité des soins, puisqu'il n'y a pas de lecture de la radio qui est réalisée. Il y a également des inégalités d'accès très fortes, qui s'opposent aux femmes, sociales, territoriales. Et pour terminer, il y a des évaluations qui sont en cours, l'évolution de tranche d'âge, parce que vous le savez, le dépistage organisé commence à 50 ans. Il y a aujourd'hui une interrogation pour le faire débuter plus tôt, éventuellement aussi le faire continuer plus tard, après 74 ans. Et la question de l'intégration ou non de l'intelligence artificielle dans le dépistage organisé. Ça a fait l'objet d'un certain nombre de recommandations de notre part. À nouveau, je ne vais pas vous les détailler aujourd'hui parce qu'on a moins de temps pour traiter cette première partie. Mais si la question du dépistage vous intéresse, je vous invite vraiment à aller lire le rapport, puisqu'on détaille très largement les constats qu'on a formulés et qui sont d'importance en termes de santé publique. Sur la deuxième question, qui a été la question qui a peut-être mobilisé le plus notre temps en termes d'analyse de données, que ce soit quantitative ou qualitative, c'est celle de la question de la prise en charge, c'est-à-dire concrètement, après qu'on ait détecté un cancer du sein chez une femme, tout dispositif thérapeutique, chirurgical, radiothérapie, des chimiothérapies qui peuvent être mis en place afin de guérir, conduire la femme à être guérie de la maladie. Là, vraiment à nouveau, pour le faire de façon très synthétique, parce que j'ai malheureusement pas le temps de tout détailler, parmi nos constats très forts et nos inquiétudes principales, ce qu'on constate, c'est que malgré une excellence en France des prises en charge par rapport à un certain nombre de pays, on ne remplit pas, collectivement, les indicateurs nationaux de qualité et sécurité des soins en cancérologie mammaire ne sont pas remplis. On avait seulement 1 sur 14
qui était satisfait en 2022, ce qui était le dernier moment pour lequel on disposait des données pour notre enquête. Ce qui veut dire très concrètement que la plupart du temps, les délais ne sont pas respectés et que les prises en charge ne suivent pas le parcours qui est souhaité par les pouvoirs publics. Donc, c'est un motif d'inquiétude, parce que ça veut dire que concrètement, la plupart des femmes, pas toutes, mais la plupart des femmes ne bénéficient pas d'une prise en charge qui correspond aux meilleurs standards, en tout cas à ceux que se fixe le gouvernement. Un autre point est la question de l'organisation de l'offre de soins. L'offre de soins aujourd'hui est dispersée auprès d'un grand nombre d'établissements, mais je vais peut-être laisser Apolline te prendre le relais sur cette question-là, parce que je vois quand c'était dit que ce serait toi qui commencerais à parler de ce point-là. Oui, donc on s'est intéressé dans cette partie à donc, la chirurgie du cancer du sein. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette activité-là, elle est soumise à autorisation. Ça veut dire que tous les établissements de santé, tous les hôpitaux ne sont pas forcément autorisés à réaliser cette activité. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est une activité qui est soumise à seuil. Donc, ça veut dire qu'un établissement, pour qu'il conserve son autorisation à exercer des séjours de chirurgie du cancer du sein, il doit réaliser au moins 70 séjours par an. Donc ça, c'est des règles qui ont été fixées par les pouvoirs publics. Et nous, ce qu'on a regardé dans le cadre de l'enquête, c'est combien d'établissements étaient autorisés en France à réaliser de la chirurgie du cancer du sein, et on l'a mis au regard de l'activité de chirurgie du cancer du sein que réalisait chaque établissement. Et donc, nos constats, c'est qu'on a remarqué qu'un certain nombre d'établissements étaient autorisés à pratiquer, mais pour autant ne réalisaient pas ces fameux 70 séjours par an. Et on a aussi identifié plus à la marge des établissements qui n'étaient pas autorisés, qui ne faisaient pas partie de la liste des établissements autorisés et qui pour autant réalisaient des prises en charge, de la chirurgie du cancer du sein. Donc ça a été un constat majeur dans cette partie du rapport. Un dernier point sur cette slide, c'est que donc là, je parle du seuil à 70 séjours par an, mais en fait, les recommandations européennes, elles disent plutôt 150 séjours par an. Donc, nous, on s'est intéressé dans le rapport à comprendre quelle serait la recomposition de l'offre de soins si on avait uniquement les établissements qui réalisaient 150 séjours par an, qui étaient autorisés à exercer. Et on s'est intéressé notamment, donc forcément, ça veut dire que ça diminue le nombre d'établissements. Et donc, on s'est intéressé à la hausse du temps de trajet pour les femmes qui auraient besoin d'une chirurgie du cancer du sein. Donc, on a montré qu'en moyenne, aujourd'hui, une femme met 18 minutes pour atteindre un établissement autorisé à réaliser de la chirurgie du cancer du sein. Et si on gardait uniquement les établissements qui font au moins 150 séjours, ce temps de trajet moyen passerait à 27 minutes. Et c'est aussi ce qu'on a représenté sur la carte que vous avez sur cette slide. En fait, on a regardé le temps supplémentaire que mettrait chaque femme sur le territoire. Et donc, sur les zones grises, on a un temps supplémentaire inférieur à 10 minutes. Et par contre, sur les zones sur le violet le plus foncé, on aurait un temps supplémentaire supérieur à 40 minutes. Et donc, c'est aussi ces zones-là qui seraient intéressantes à regarder dans le cadre d'une recomposition de l'offre de soins. Un autre constat sur cette partie-là, sur la prise en charge du cancer du sein, c'est la charge financière qui va peser sur le système de santé. Donc, en fait, le cancer du sein, ça va avoir un coût important pour la sécurité sociale. Ce qu'on vous montre, ce qui est affiché dans le tableau ici, donc c'est les dépenses en lien avec le cancer du sein pour l'assurance maladie. La première ligne, ça correspond aux hospitalisations. La deuxième ligne, aux prestations en espèces. Donc ça, c'est ce qui correspond aux indemnités journalières, aux prestations d'invalidité. Et puis, on a une troisième ligne qui correspond aux soins de ville. Donc ça, c'est toutes les dépenses de santé de ville hors hospitalisation. Et donc, on voit qu'en 2023, le coût pour l'assurance maladie est à plus de 4,6 milliards d'euros. Et surtout,
ce montant total de dépenses, il a beaucoup augmenté entre 2015 et 2023, puisqu'il a augmenté, on le voit dans ce tableau, de 65%. Alors que le nombre de femmes atteintes du cancer du sein a augmenté de 6% entre 2015 et 2023. Donc, on voit vraiment qu'on a une très forte hausse des dépenses et on a montré dans le rapport que c'était notamment porté par la hausse de dépenses de médicaments et d'hospitalisation. Je te laisse, Robin, reprendre sur la partie recommandations. Oui, donc on en a tiré un certain nombre de recommandations adressées exclusivement au ministère chargé de la Santé, qui sera libre, même si on l'incite fortement à reprendre ces recommandations, mais qui sera libre de les mettre en œuvre ou pas. La première, qui nous semble évidente, c'est celle de faire cesser sans délai toute prise en charge dans un établissement non autorisé, parce que, comme vous l'a dit Apolline, en fait, le principe de l'autorisation, c'est que l'établissement, il y a une vérification que l'établissement respecte un certain nombre de règles en matière de qualité et sécurité des soins. Donc, par définition, un établissement non autorisé qui pratique, il y a un risque majeur pour les patientes. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Un second point, compte tenu du fait que la recommandation scientifique européenne est depuis, en réalité, quand on lit la littérature, depuis près de 25 ans, et que les prises en charge soient dans les établissements qui réalisent plus de 150 séjours par an, on mesure aujourd'hui, on a des preuves assez fortes, que c'est ce qui permettrait aux femmes d'éviter les hospitalisations, d'avoir des prises en charge de plus grande qualité. Bref, un intérêt majeur sur le plan sanitaire. Mais on a également mesuré, c'est ce que vous a présenté Apolline, que ça va avoir une incidence sur l'augmentation des temps de trajet. Donc, ce qu'on suggère, c'est que si le temps chirurgical, c'est-à-dire l'intervention chirurgicale, peut être justifié qu'elle intervienne dans des centres à très haut volume, qui sont peut-être parfois plus éloignés du lieu de vie des femmes, il faut en revanche qu'il y ait des collaborations qui soient faites, et ça existe dans un certain nombre de régions. Vous verrez dans le rapport, ce n'est pas complètement théorique, ça a commencé à être mis en place dans certaines régions. Il faut qu'il y ait des collaborations entre les centres à haut volume et des centres plus proches du lieu de vie des femmes, qui pourraient par exemple délivrer les chimiothérapies, la radiothérapie. C'est-à-dire concrètement, ce qui peut amener une femme à beaucoup se déplacer vers un centre de soins, qui soit en ville ou à l'hôpital. Ces collaborations, elles sont indispensables si on veut en fait améliorer le niveau général de prise en charge des femmes et également à la fin avoir une offre de soins qui est plus cohérente. Pour la dernière partie de notre rapport, je vais te recéder. Non, je te cède la parole un tout petit peu plus tard, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est toi maintenant, pardon. Oui, je peux. Donc, sur la troisième partie, donc on s'intéresse, la troisième partie du rapport, on s'intéresse donc aux séquelles de la maladie, aux mesures qui permettent d'améliorer la qualité de vie, donc plutôt à l'après-cancer. Donc, ce qu'on a traité dans cette partie, dans le rapport, c'est surtout les conséquences financières. On a aussi mentionné les conséquences professionnelles, les conséquences sanitaires. On a parlé donc des soins de support, de l'activité physique adaptée. On est conscient qu'on n'a pas forcément balayé toutes les conséquences pour les femmes atteintes du cancer du sein, mais en tout cas, voilà, c'est les aspects que nous, on a traités dans ce rapport. Donc, une première partie sur les conséquences financières, donc avec toute cette enjeu d'essayer de mesurer un reste à charge pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Cette partie-là, on va plus la développer dans la partie suivante de la présentation. Le bilan, le constat quand même principal, c'est qu'il peut exister un reste à charge important, que ça va mener à certaines inégalités, mais je présenterai la méthodologie qu'on a suivie et les résultats plus tard dans la présentation. Cette deuxième slide, toujours sur les conséquences financières. On a réalisé, grâce à votre aide, un sondage pour faire une autre estimation du reste à charge qui est plus complète sur certains aspects. Mais Robin vous en parlera aussi dans un second temps pour mieux vous présenter la méthodologie qu'on a suivie et les différents résultats. Et pour terminer, Robin, je te laisse la main. Ouais, merci. Pour terminer sur les constats du rapport, donc au-delà des conséquences sanitaires importantes pour les femmes et de long terme que ça peut proposer au-delà du sanitaire sur le retour à l'emploi, les conséquences financières qu'a mentionné Apolline, on a porté une attention particulière aux soins de support qui peuvent être proposés par un certain nombre d'établissements dans les structures de ville, qui sont malheureusement encore insuffisamment déployés aujourd'hui
alors qu'ils ont un impact démontré dans la littérature sur notamment la prévention de la récidive. Mais on s'est spécifiquement intéressé à la question de l'activité physique adaptée, qui peut être prescrit à certains d'entre vous, qui a pu être prescrit à certains d'entre vous, et dont certaines d'entre vous ont pu bénéficier, malheureusement sans doute pas assez, et sans doute pas à l'ensemble d'entre vous, puisqu'il commence à y avoir une littérature vraiment intéressante sur le sujet qui permet d'espérer un impact très élevé sur la prévention de la récidive. Et donc, on a fait des calculs qui permettent de démontrer, en tout cas, qui suggèrent fortement qu'au-delà de l'intérêt pour les femmes, c'est-à-dire de ne pas être frappé par un second cancer en récidive, il peut y avoir également un impact financier majeur en fait, pour la sécurité sociale, puisque ça permet d'éviter des traitements, des hospitalisations, malgré le coût que peut représenter l'activité physique adaptée en tant que telle si elle était davantage remboursée. Chose qu'elle n'est pas, et ça c'est en tout cas pas entièrement, puisque c'est un point important qui a fait l'objet d'une recommandation. Comme vous le savez, il y a une proposition de loi qui a été adoptée en 2025 qui concernait spécifiquement le cancer du sein et qui visait à permettre la prise en charge par le système de santé d'un certain nombre de dépenses, dont des dépenses qui peuvent être liées à l'activité physique adaptée. Malheureusement, malgré le vote de cette loi, il n'y a pas ce qu'on appelle dans notre jargon des textes d'application qui ont été pris. Ça veut dire très concrètement des décrets, des arrêtés qui permettent l'application effective de la loi. Ce qui veut donc dire que cette loi aujourd'hui n'est pas mise en œuvre. Voilà. Et je crois que, sauf erreur de ma part, en tout cas à date de la semaine dernière, les textes d'application n'étaient toujours pas pris. Donc, au regard de l'intérêt pour le système, pour les femmes et pour le système financier également public, de promouvoir et de prendre en charge ces mesures pour les promouvoir et d'inciter à leur déploiement, ça fait l'objet d'une recommandation dédiée de publier les textes d'application. Et on a également fortement encouragé, voire même, on a encouragé au fait de rendre obligatoire ce que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est le PPAC, le programme personnalisé d'après-cancer, qui est en principe délivré à l'issue d'une hospitalisation aux femmes et qui permet notamment à un médecin de suggérer à une femme, d'inscrire une femme dans un parcours de soins d'après-cancer qui correspond à ses besoins. Aujourd'hui, il n'est pas obligatoire dans le code de la santé, c'est davantage une incitation forte. Nous, on incite à ce qu'il devienne obligatoire, ce qui nous semble important justement pour cette période de l'après-cancer et pour la prévention de la récidive, soit davantage normal. Voilà, on a essayé d'être le plus synthétique possible, ce qui est une gageure, vu pour celles d'entre vous qui ont pris connaissance du rapport, vous voyez qu'il est beaucoup plus long. Peut-être ce qu'on vous propose maintenant rapidement, avant de laisser la place à vos questions et à Laura qui pourra nous les relayer, vous proposer très rapidement un focus spécifique sur la question du reste à charge, puisqu'on vous l'a dit, l'Assemblée nationale nous avait demandé spécifiquement d'essayer d'estimer ce qu'est le reste à charge. Et en fait, comme vous le savez, c'est une question qui est compliquée, en fait, puisqu'il n'y a pas de définition consensuelle quant à ce qu'est le reste à charge, ce que va vous expliquer Apolline tout de suite. Oui, donc comme dit Robin, en effet, c'est pas forcément évident de définir ce que c'est que d'avoir une définition uniforme de ce que c'est que le reste à charge. Ici, sur cette slide, j'ai essayé de représenter plusieurs postes de dépenses qui peuvent mener à des restes à charge, un peu sans ordre particulier, mais voilà, on peut avoir des restes à charge liés à des séjours hospitaliers, à des achats de crème, vernis, à des dépassements d'honoraires pour certaines spécialités, à de l'activité physique adaptée. On peut aussi penser au reste à charge en lien avec la garde d'enfants, avec des aides ménagères ou ce genre de choses. Et donc, on a vraiment plein de types de dépenses différentes. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de les catégoriser en 3 catégories. C'est celles que je vous présente ici. Donc, on aurait le reste à charge des dépenses en lien avec des dépenses de santé remboursées en partie par l'assurance maladie. Donc ça peut pas être par exemple des hospitalisations qui amènent un reste à charge. On aurait des restes à charge en lien avec des dépenses de santé non remboursées par l'assurance maladie. Donc, on peut penser aux consultations diététiciens, psychologues ou ce genre de choses. Et puis après, on a une autre catégorie de restes à charge liés avec d'autres dépenses. Et là, c'est là où on peut penser à la garde d'enfants, les aides ménagères, en sachant que cette catégorisation
en 3 parties. Elle n'est pas non plus parfaite, puisque là, on ne parle pas non plus des pertes de revenus. Donc, on est vraiment sur le champ qu'on vous présente ici. Et donc, juste pour remettre dans le contexte les 2 études qu'on veut vous présenter après, la première, elle va s'intéresser aux dépenses de santé remboursées en partie au moins par l'assurance maladie. Et le sondage, pour le coup, lui, ça va s'intéresser plus à l'ensemble des dépenses que j'ai mentionnées ici. Donc, sur la première étude sur les remboursements à partir des remboursements de l'assurance maladie, on a utilisé les données du système national de santé. Donc, en fait, les systèmes nationaux des données de santé, c'est une grosse base de données dans laquelle on a les données de tous les remboursements de l'assurance maladie pour chaque personne en France. Donc, c'est des données qui sont anonymisées, qui sont mises à disposition aux chercheurs. Mais donc, vous imaginez bien que c'est vraiment une base de données énorme avec des milliards et des milliards de lignes, et on a les dépenses de santé remboursées pour tout le monde. Donc, on va retrouver toutes les dépenses de santé remboursées pour l'hospitalisation, toutes les consultations, la pharmacie, la biologie, l'imagerie, enfin voilà, vraiment pour plein de postes de dépenses différents. Tant que la dépense est en partie ou totalement remboursée par l'assurance maladie, elle va figurer dans cette énorme base de données. Une limite importante quand on va réaliser des études sur cette base de données, c'est qu'on n'a pas du tout de données sur le remboursement des complémentaires santé. Aucune donnée sur les remboursements des mutuelles ou des différentes assurances santé. Donc, quand on va calculer un reste à charge, on calcule un reste à charge avant remboursement de la complémentaire santé. Comprendre les dépenses de santé et ce que c'est que le reste à charge et ce que rembourse l'assurance maladie, c'est pas forcément chose facile puisque le système est quand même assez complexe. J'ai présenté ici un schéma un peu simplifié d'une dépense pour voilà, vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, sur une consultation de 80 € d'un oncologue en secteur 2 Optam, on a cette dépense de 80 €. Après, on a un tarif de référence qui est fixé par l'assurance maladie, donc ici à 31 €. Et ensuite, l'assurance maladie va rembourser une partie de ce tarif de référence, donc ici dans l'exemple 20 €. Et donc, ce qui va rester, ce qui va être le reste à charge après le remboursement de l'assurance maladie, ça va être la différence entre la dépense totale et ce qui est remboursé par l'assurance maladie, donc 60 €. Et cette partie-là, ce reste à charge-là, on peut le séparer entre ce qu'on appelle la partie opposable, donc la différence entre le tarif de référence et ce que rembourse l'assurance maladie, et puis ce qui correspond au dépassement d'honoraires. Donc, c'est vraiment ce qui correspond à ce qui dépasse en fait le tarif de référence. Donc, si je reviens sur notre problématique, donc l'idée, c'était de calculer le reste à charge des femmes atteintes d'un cancer du sein. Donc, dans notre grosse base de données, on a isolé 30 000 femmes diagnostiquées pour un cancer du sein en 2022. On les a suivies pendant 2 ans à partir de leur diagnostic et on a regardé toutes leurs dépenses de santé. On a enlevé quand même les dépenses dentaires, optiques, audio, mais sinon, on a regardé toutes leurs dépenses pendant 2 ans. Et à chaque fois, on a été capable de calculer la dépense, le reste à charge après le remboursement de l'assurance maladie et la partie qui concernait les dépassements d'honoraires. Donc là, on a les résultats sur cette slide. Donc, en moyenne, sur les 2 premières années après le diagnostic du cancer, la dépense totale pour une femme est de 37 000 € et une bonne partie va être remboursée par l'assurance maladie puisque plus de 35 000 € va être remboursée en moyenne par l'assurance maladie. Donc, ça veut dire que 96 % de la dépense totale va être pris en charge par l'assurance maladie. Dans ces résultats, on arrive aussi à montrer un reste à charge moyen. Donc là, on montre que le reste à charge moyen, il est de 1 500 €, un peu plus de 1 500 €, et qu'il y a une bonne partie qui est liée au dépassement d'honoraires. On doit, au-delà de ces montants moyens, on s'est aussi, dans le rapport, focalisé sur certains points spécifiques. Donc, on a montré que les médecins spécialistes en ville, on avait des restes à charge qui pouvaient être plus élevés en fonction des spécialités. Donc, on a aussi fait un focus sur la reconstruction mammaire dans le secteur privé en montrant qu'on pouvait avoir des montants de reste à charge très élevés. Et puis, on a aussi montré que le reste à charge était assez dépendant du lieu de résidence de la patiente. Et donc, en fonction des départements, on va avoir des restes à charge
plus ou moins élevés. Quelques limites quand même sur cette étude. Donc, j'en ai déjà parlé, on n'a pas de données sur les remboursements des complémentaires santé, donc on est vraiment avant remboursement des mutuelles, etc. On n'est pas uniquement sur les dépenses liées au cancer, on a pris toutes les dépenses sur 2 ans en enlevant quand même dentaire, optique, audio, mais sinon on est sur toutes les dépenses pendant 2 ans. Et on n'a pas fait de distinction en fonction du type de cancer. Et je rajouterai une limite ici, c'est que, on l'a déjà rappelé aussi, mais on est sur vraiment les dépenses qui sont totalement ou en partie remboursées par l'assurance maladie. Donc, dès qu'on a une dépense qui n'est pas du tout remboursée par l'assurance maladie, ça ne va pas rentrer dans le cadre de l'étude. La conclusion de cette analyse, c'est que même avec le dispositif d'ALD, on a un reste à charge qui peut être important, surtout en lien avec les dépassements d'honoraires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie opposable, donc la différence entre ce que rembourse l'assurance maladie et le tarif de référence, elle est plutôt bien couverte pour la plupart des assurés. Cependant, la partie liberté tarifaire, donc qui correspond au dépassement d'honoraires, là, on va avoir des vraies inégalités en fonction des contrats de complémentaire santé. Donc, ça veut dire qu'il y a des contrats de complémentaire santé qui vont plutôt bien rembourser les dépassements d'honoraires, mais certains contrats qui vont peu ou pas du tout rembourser les dépassements d'honoraires. Donc là, on a une vraie source d'inégalité. Et enfin, on a aussi une source d'inégalité en fonction du territoire où on habite, puisqu'il va y avoir des territoires où il y a plus ou moins de médecins qui pratiquent en secteur 1. Et donc, du coup, ça aussi, ça va être source d'inégalité par rapport aux conséquences financières. Je Peut-être te laisse très Anna rapidement. revenir sur le sondage. Merci beaucoup, Apolline. Je vois qu'on a déjà abusé du temps qui nous était imparti. Donc, en 1 minute, il faut faire une synthèse sur le sondage du reste à charge, c'est-à-dire, comme le disait Apolline, on pouvait, avec son étude, apprécier sur une très large population, mais qu'une partie du reste à charge. Donc, ce qu'on a voulu faire avec le sondage, c'est essayer d'apprécier l'intégralité du reste à charge tel que vous, patiente, en fait, vous le ressentez, vous le concevez au quotidien. Je vous remercie à nouveau parce qu'en fait, on a bénéficié d'un taux de réponse qui est objectivement élevé, voire très élevé pour ce type d'études. Il y a eu 2648 réponses, vous êtes vraiment très, très mobilisés. Donc ça a été précieux parce que ça nous permet d'avoir des réponses d'une bonne qualité, qu'on peut vraiment analyser, dont on peut faire quelque chose. Peut-être vraiment, pour vous dire et nous concentrer sur les constats essentiels, près d'un tiers d'entre vous disent avoir eu des dépassements d'honoraires pour vos prises en charge, parfois pour une minorité d'entre vous à plus de 2 000 euros. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, 9% d'entre vous disent avoir renoncé aux soins en raison de leur coût. Et pour cette partie-là du sondage, ça concernait la partie principale de la prise en charge, c'est-à-dire prise en charge chirurgicale, médicamenteuse, etc. Alors, certains d'entre vous ont parfois eu un peu on a eu des difficultés en sondage à toujours bien calibrer exactement ce dont on parlait, mais en tout cas, ça souligne qu'un certain nombre d'entre vous ont dû renoncer aux soins en raison de leur coût. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas se satisfaire. Pour celles qui ont pu bénéficier des soins de support, vous avez bénéficié dans des proportions assez variées et parfois très différentes en fonction des soins de support. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un tiers des cas, vous avez dû payer pour celles qui ont bénéficié des soins de support pour y avoir accès. Donc voilà, là encore, ça repose la question de la prise en charge par le système de ces soins de support qui sont importants. Une minorité d'entre vous, et on ne peut pas s'en satisfaire pour autant, ont également renoncé à avoir accès à certains soins de support en raison de leur coût. Voilà, je vais m'arrêter là peut-être, même s'il y a d'autres réponses qui sont très intéressantes, pour peut-être laisser la place aux questions. Ça nous permettra peut-être d'y revenir de cas échéant. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. En effet, on a des questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le média pour qu'on se voit mieux et qu'on vous voit mieux répondre aux questions. Alors, on a des questions déjà sur le dépistage organisé. On a eu de nombreux témoignages dans le chat, notamment de Carole, de Geneviève, sur la difficulté à obtenir des invitations de la part de la CPM en dépit de leur demande et en dépit du fait qu'elle avait répondu aux critères du dépistage organisé. Et du coup, la question, c'est est-ce que vous avez eu d'autres témoignages, vous, de remontées sur les difficultés des femmes à accéder au dépistage organisé et donc, du coup, qui vient un peu empiéter, qui empiète sur les dépistages individuels? Alors, malheureusement, oui, je vais laisser Apolline compléter parce qu'elle a fait une étude spécifique sur cette question-là. En fait, c'est quelque chose dont on nous a parlé immédiatement au début de l'enquête, en disant oui, il y a le dépistage organisé, oui, les résultats ne sont pas satisfaisants, mais en fait, ça s'explique au moins en partie par le fait que les femmes, dans certains territoires, n'arrivent pas à y accéder. Et c'est là, en fait, que de mettre en balance le fait que dans certains territoires, on ne voit pas des très bons résultats sur le dépistage organisé, mais par contre, étonnamment, de
plutôt fort résultat sur le dépistage individuel, ça nous a interrogés. Et une des hypothèses qu'on formule, on ne peut pas non plus tout caractériser de façon certaine, mais parmi les hypothèses qu'on formule, c'est le fait que parfois, il n'y a tout simplement pas assez de radiologues qualifiés, il n'y a pas assez de participation au dépistage organisé des professionnels de santé, pas assez de mammographes, ça peut nous en parler, et aussi peut-être, malheureusement, une orientation privilégiée de certains radiologues vers le dépistage individuel plutôt que le dépistage organisé, pour des raisons financières. Apolline, tu veux peut-être préciser sur la question de l'accès à la mammographie, ce que tu as pu faire? Non, peut-être juste préciser que dans le cas du rapport, en effet, on a vu qu'il y avait... En fait, on a regardé le nombre de radiologues qui faisaient du dépistage organisé, rapporté à la population, c'était à l'échelle départementale, rapporté à l'échelle de la population du département. Et donc, on voit bien qu'il y a certains départements qui sont moins bien dotés en radiologues qui font du dépistage organisé. Donc, ça, c'était un premier élément, en fait, sur les inégalités territoriales. Et puis, on a fait aussi l'exercice de regarder le temps de trajet moyen pour accéder à un centre qui réalise du dépistage organisé. Et là aussi, on voit des différences assez marquées en fonction des territoires. Et donc, pour terminer peut-être là-dessus, c'est bien quelque chose dont on a connaissance et dont on rencontre dans le rapport. On mentionne aussi les différentes initiatives qui visent à parfois améliorer l'accès au dépistage organisé, que ce soit via les mammobus, mammobiles, enfin, la sémantique varie, ou d'autres dispositifs. Mais malheureusement, oui, c'est un constat qu'on a bien fait. Merci. Et on a Jules qui précise aussi un cran au-dessus sur le dépistage organisé, sur l'accessibilité à la mammographie des personnes handicapées. Et il témoigne qu'en Pays de la Loire, la participation est inférieure de 15% chez les femmes en situation de handicap, et pour plein de raisons, et notamment le fait qu'il y a des problèmes d'accès à la mammographie avec des appareils inadaptés, des professionnels qui ne sont pas formés à l'adaptation, etc. Et il demande si une étude approfondie est prévue en ce sens. Alors, c'est effectivement un point qu'on a relevé de mémoire. Je crois qu'on cite une étude spécifique dans le rapport sur cette question, où effectivement, il y a les plus grandes difficultés d'accès pour les personnes en situation de handicap au dépistage. Au niveau de la Cour, il n'y aura pas d'études complémentaires. Nous, on s'est fondé sur une référence qui nous semblait suffisamment sérieuse pour qu'on puisse en faire état. Maintenant, voilà, s'il y a d'autres études, ce sera au champ scientifique ou au pouvoir public de les réaliser. Merci. Et on a Marie, alors on l'a évoqué peut-être un peu rapidement, sur ce qui nous demande, est-ce que le changement d'âge va baisser pour le dépistage organisé? Est-ce que ça va être préconisé? Je crois que c'était vraiment dans les recos, mais... Alors, c'est un sujet qui est en cours d'instruction. Si je ne dis pas de bêtises, je ne crois pas que ça ait encore abouti, hein, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est en cours d'instruction au niveau de la Haute Autorité de Santé, puisque malheureusement, les femmes, la proportion de femmes jeunes touchées par un cancer du sein est de plus en plus importante, elle est croissante. Donc, se pose la question notamment d'abaisser effectivement l'âge de dépistage organisé qui commence aujourd'hui à 50 à au moins 45 ans. Donc là, malheureusement, on va un peu dépasser notre champ de compétences. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas été amenés à se positionner, puisque là, il y a un travail scientifique spécifique en cours. Vous savez que par ailleurs, la question du dépistage personnalisé, au-delà du seule question de l'âge, et la grande question du dépistage à l'avenir, avec les études en cours à Gustave Roussy et ailleurs. Mais donc, nous n'avons pas pris position en la matière, parce qu'on ne pouvait pas, dans l'attente des travaux scientifiques, le faire. Bon, en tout cas, on sait que c'est un sujet qui est un peu dans les circuits. On ne sait pas trop comment ça va aboutir, mais on sait que c'est une vraie question. On a Carole qui témoigne sur les honoraires ont représenté des dépassements d'au moins 400 € pour elle, avec un système de mutuelle qu'elle a jugé labyrinthique, pour reprendre ses mots. Et elle témoigne aussi de la relativité sur les temps de transport, qui a un problème... de gros problèmes de transport VS7 dans les provinces, et notamment la question en tout cas que ça suggère, c'est au-delà du temps de transport. Est-ce que vous avez pu collecter des informations sur les modes de transport et leur accessibilité, et notamment en province? On est un peu éloigné des centres experts. Alors, je commence à répondre, et Apolline, tu complètes. Vous avez raison déjà de dire qu'il faut, au-delà de la donnée générale sur le temps de trajet, on reste en moyenne, on reste en population générale ou à l'échelle d'un territoire. Et donc, forcément, il y a des situations qui seront plus compliquées pour un certain nombre de femmes. C'est vrai, d'ailleurs, on en fait état dans le rapport.
L'approche qu'on a retenue, c'est de constater que sur l'acte chirurgical, au vu de l'ensemble des risques associés à l'acte chirurgical et au vu des bénéfices majeurs d'une prise en charge sur cet acte, qui a priori est soit une seule fois, soit 2 fois en cas de reprise et ou reconstruction différée, si tout va bien, peut justifier un temps de trajet supérieur, au vu des bénéfices attendus en termes de qualité et sécurité des soins. En revanche, c'est pour ça qu'on a insisté de façon très importante sur cette question dans le rapport. Sur les déplacements répétés, si une femme doit se déplacer n'importe quoi 10 fois pour 10 séances de radiothérapie ou 8 fois pour 8 séances de chimio, là, la question du temps de trajet, elle devient aussi majeure. Parce que la capacité de la femme à aller bénéficier de sa prise en charge, elle va aussi être fonction de ce que vous disiez, les questions de transport, les questions de disponibilité, voilà, tout un tas d'autres facteurs qui justifient que ce soit rapproché du domicile. Et donc là, oui, il faut être en finesse et surtout, il faut que ce type de prise en charge soit davantage proche du domicile. Apolline, si tu veux compléter de ton côté. Compléter sur éventuellement les temps de trajet, juste préciser méthodologiquement qu'on s'intéresse on calcule des temps de trajet par la route, donc aussi on ne prend pas forcément en compte les difficultés sur les zones urbaines. Donc ça, c'est un point voilà, de méthodologie qu'on précise dans le rapport. Et sinon, sur la question des dépassements d'honoraires, en effet, ce qu'on présente ici, c'est un montant, vous l'avez compris, vraiment un montant moyen sur tout type de cancer confondu, sur 2 ans de dépenses en lien ou pas avec le cancer du sein. Donc, c'est vraiment des approximations et surtout, c'est un montant moyen. Donc, évidemment qu'on a vu des situations où les restes à charge étaient beaucoup, beaucoup plus élevés que la moyenne. Donc, vous avez raison de relever qu'il n'y avait pas uniquement la moyenne du 1 500 € de reste à charge qui compte, mais aussi la distribution de cette valeur. Merci. Et alors après, on a une question très pratico-pratique. Guylaine qui nous demande comment la CPAM définit ce qu'elle rembourse, notamment par exemple les manchons de compression qui ne sont pas pris en charge par rapport à d'autres choses qui peuvent être pris en charge. Comment comment se prennent ces décisions? Est-ce que vous savez ça? Alors, de façon, pour essayer de ne pas tomber ni dans le jargon, ni dans quelque chose de trop complexe, l'ensemble, Apolline, je te laisserai me reprendre le cas échéant, parce que là, je vais me lancer sur un exercice qui n'est pas forcément très évident. Il s'agit des actes ou des produits de santé, la détermination de leur niveau de remboursement par la CPM, donc en gros la sécurité sociale, donc en fait le secteur public, va dépendre de textes qui sont soit d'origine légale, soit réglementaires, pour dire schématiquement, et qui donc s'imposent nationalement. Donc, c'est jamais une CPAM qui localement va dire moi je rembourse ça, moi je rembourse ça. C'est les règles au niveau national. Ces règles, quand c'est des règles légales, c'est le Parlement. Mais en général, pour un grand nombre de situations qui vous intéressent, pour des produits particuliers, pour des actes particuliers, ça va être pris par l'administration, c'est-à-dire le gouvernement et une direction administration centrale, en lien avec les caisses de sécurité sociale, par ce qu'on appelle un texte réglementaire, c'est-à-dire un arrêté. Donc tout ça est très compliqué et voilà, c'est peut-être du charabia, je m'en excuse. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est national, c'est important. En revanche, ce qui peut varier, en termes de décision de remboursement ou non, c'est au niveau des mutuelles, c'est-à-dire de votre complémentaire, qui, elles, ont des règles différentes, qui dépendent de votre contrat et de la mutuelle. Mais Apolline est beaucoup plus compétente que moi pour l'expliquer. Sur les remboursements des mutuelles, en effet, comme vous le savez sûrement, les mutuelles, elles peuvent rembourser des postes de dépenses qui ne sont pas du tout remboursés par l'assurance maladie. Mais donc là, ça dépend vraiment du contrat qui est choisi. Donc, par exemple, un exemple qu'on peut connaître assez bien, c'est sur les remboursements de consultation chez le psychologue. Il y a des contrats de mutuelles qui prennent qui prennent en charge, qui proposent des remboursements partiels ou de ces consultations chez le psychologue, mais ça va dépendre vraiment d'un contrat à l'autre. Et donc là, je parle de psychologue, mais ça peut être appliqué sur plein de prestations de santé différentes. Ouais. Après, moi, j'ai l'impression que la question de Guylaine, mais on n'a pas pu voilà, comment, en fait, pourquoi certains dispositifs sont pris en charge par la CPAM et pas d'autres, en fait. Je pense que c'était plutôt… D'accord. Alors là, pour le coup, là encore, ça dépend si on parle
soit d'un acte, soit d'un produit de santé, que ce soit un médicament ou un dispositif médical. Par exemple, un manchon de compression. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est un élément qui est revenu très régulièrement sur le fait que les manchons, un certain nombre d'autres produits n'étaient pas remboursés ni par la sécurité sociale, c'est vrai, aujourd'hui du moins, ni par la plupart des mutuelles. C'était compliqué. Comment la décision est prise, en tout cas dans le secteur public, ça dépend beaucoup de l'acte du produit, mais c'est au niveau national. Il y a en général, pour le dire simplement et vraiment de façon très grossière, j'en excuse, un rapport coût-bénéfice qui va être établi en disant, ben voilà, c'est tellement important que ce soit pris en charge pour les patientes qu'il faut que ce soit pris en charge par le secteur public. Mais nous, ce sont des arbitrages qui voilà, sont pris au quotidien. En fait, les textes changent. Hein, et c'est vrai que ce qui est pris en charge aujourd'hui est très différent de ce qui était à 5 ans. Il sera encore très différent de ce qui sera pris en charge en 5 ans. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est quelque chose qui est toujours en cours de construction. Et les pouvoirs publics peuvent parfois considérer que certaines dépenses doivent relever davantage soit des mutuelles, soit des patientes elles-mêmes, parce qu'elles ne sont pas d'un intérêt tel qu'elles justifient d'être prises en charge par le public. Et c'est là qu'il y a des débats sur qui sont justifiés. Sur Tout à fait. Bon, merci beaucoup. On a Annie qui nous demande s'il est prévu de faire ce type d'études sur d'autres cancers, parce que là, c'était spécifique au cancer du sein. Mais évidemment, cette thématique s'applique à bien d'autres cancers. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est prévu déjà, c'est un point de départ. Voilà. Là, malheureusement, on entre dans ce qu'on appelle le secret qui s'applique chez nous. Je ne peux pas vous parler de ce qui est prévu dans notre programmation. Donc, je ne peux ni confirmer ni infirmer la réponse à cette question. Ce que je peux en revanche vous dire, c'est que si vous allez voir les productions de la Cour et de la 6e chambre, on a pu aborder un certain nombre de pathologies autres que le cancer. Récemment, on a publié un rapport sur les AVC, mais qu'on a pu traiter du cancer dans de nombreux autres rapports, mais sans traiter d'une pathologie cancéreuse en particulier. J'en profite pour mentionner que vous avez la possibilité tous les ans, et je crois que ça vient d'ouvrir, Apolline, si je ne dis pas de bêtises, de suggérer des rapports. Vous allez sur le site web de la Cour et vous pouvez participer à ce qu'on appelle la campagne citoyenne. C'est très simple, hein, vous vous inscrivez, vous faites une proposition de rapport. Vous pouvez liker également les propositions qui vous semblent intéressantes. Et la Cour en retient un certain nombre. Je crois que ces dernières par an, on a dû en retenir un peu plus d'une dizaine, Apolline, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je ne sais pas te le dire. En tout cas, on en retient tous les ans. Donc, n'hésitez pas vraiment à les suggérer le rapport, puisque voilà, on prend vos suggestions. Super, très bon à savoir, merci. Et il y a Annie toujours qui nous demande s'il y a des connexions ou un pont qui est fait entre la Cour des comptes et l'IGAS, notamment sur les inégalités de santé, j'imagine, que c'est sa question. Alors, nous sommes deux institutions différentes. Nous, on est une juridiction indépendante. L'IGAS est un corps d'inspection qui est rattaché au ministère de la Santé et qui réalise des missions sur demande du ministre, d'une direction d'administration centrale. Donc, on est amené à intervenir sur un certain nombre de sujets qui sont proches, voire parfois, on peut intervenir sur le même sujet à quelques années d'intervalle. En revanche, ce qui nous distingue, donc est-ce qu'on collabore avec eux? Non, pas strictement. On est chacun, entre guillemets, dans notre couloir de nage à traiter avec l'indépendance qui est la nôtre, nos travaux. Pour autant, voilà, on regarde toujours ce que fait les institutions en termes de méthode. On a certains membres de la Cour, d'ailleurs, qui sont issus de l'IGAS, qui ont fait des passages. Certains collègues d'Apolline, d'ailleurs, sont passés par l'IGAS pour travailler sur les données. Donc voilà, il y a une forme de collaboration par le partage de certains nombres de méthodes, mais pas strictement institutionnelle entre nous. C'est-à-dire qu'on travaille chacun, on réalise nos rapports chacun de notre côté. Là où l'IGAS va réaliser parfois des travaux en collaboration avec d'autres inspections ministérielles. Mais à nous, ils appartiennent au gouvernement, ils appartiennent au ministère. Nous, on reste une juridiction indépendante. Ça marche, merci beaucoup. Peut-être on prend une dernière question. Dans les coûts présentés à un moment dans votre présentation, alors moi je ne saurais pas plus dire à quel tableau c'était, quid de la distinction entre hospitalisation et médicaments? Est-ce que ça vous suffit comme niveau de détail? Sinon on en demande d'autres. Apolline? Non, peut-être c'est peut-être le fait que on a parlé du fait que donc il y a une forte augmentation des dépenses entre 2015 et 2023
Et donc j'ai mentionné le fait que cette augmentation, elle est notamment portée par une augmentation forte des dépenses en lien avec les médicaments et avec l'hospitalisation. Je ne sais pas, Robin, si tu as des éléments en plus sur cet aspect-là, augmentation des dépenses en lien avec les médicaments. C'est à la fois les médicaments délivrés en ville, les médicaments délivrés lors de séjours. Oui, lors de séjours hospitaliers, et vraiment sans rentrer trop dans la technique, dans les dépenses d'hospitalisation, vous allez avoir une dépense d'un certain nombre de médicaments très coûteux qui vont être intégrés, tandis que les médicaments peuvent aussi être intégrés dans d'autres compartiments. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a heureusement eu des molécules innovantes qui sont arrivées sur les 10 dernières années sur le marché, qui ont permis de mieux prendre en charge les femmes, ce qui est très bien. Ce sont aussi des molécules beaucoup plus coûteuses, ce qui explique en partie que les dépenses aient progressé au global de 65%, alors que le nombre de patients, lui, n'a augmenté que de 6%. Ce que vous a dit Apolline tout à l'heure. C'est une des explications. Et c'est la raison pour laquelle on Ok, mais parfait. Et ben, je crois qu'on arrive au bout et des questions et de la présentation. On m'écrit des choses en même temps, alors je lis en même temps. Oui, c'était ça. Il s'agit des frais de médicaments dans le cadre ou non de l'hospitalisation et non les frais d'hospitalisation. Et Annie nous dit oui, c'était bien ça la question. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir joué ce jeu de la présentation. Je donne rendez-vous à celles qui sont encore parmi nous, si vous le souhaitez, dans l'onglet sondage pour nous dire voilà, si on a répondu à vos questions, si des informations qu'on vous a délivrées étaient utiles. Enfin, voilà, nous dire un petit peu plus comment était pour vous ce moment. Nous, ça nous permet de prendre un peu le pouls de tout ça. Et je relance juste une toute petite présentation avant qu'on se quitte, juste pour vous dire, hop, ça on l'a déjà fait. Ah bah dis donc, je ne l'avais pas affiché celle-là. Juste pour vous dire que c'est notre petit moment auto-promo. Donc nous, on est les Sentinelles, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est une communauté de citoyens qui participent à la recherche, et donc une partie en fait des répondants à cette enquête étaient des Sentinelles, alors, mais pas que, on était plein d'associations différentes. Et voilà, si ça vous intéresse, vous qui êtes encore parmi nous, d'être tenu informé des études auxquelles les citoyens peuvent participer, d'être tenu informé, comme on l'a fait ce soir, des résultats d'études, de faire aussi partie d'une communauté citoyenne engagée et solidaire. Vous êtes les très bienvenus, et Guillemette d'ailleurs vient de nous faire popper voilà, ce nouvel outil qui permet de faire des liens hyper rapides. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur « Je rejoins la communauté », vous verrez, il y a juste un petit formulaire d'inscription à remplir, et une fois par mois, vous recevrez un email de notre part avec éventuellement des études auxquelles vous pourriez participer, des résultats d'études, des inscriptions au webinaire, enfin voilà, tout plein de choses. Encore un grand merci à vous deux d'avoir répondu aux questions, d'avoir joué ce jeu, et on était ravis de vous recevoir. On mettra sur notre site internet et le rapport et votre présentation. Voilà. Et puis, si vous avez encore des questions à nous poser, on pourra toujours aussi les faire suivre avec plaisir. Merci à vous, merci Francine. Ouais, merci beaucoup. Et on se quitte maintenant. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.